Nous allons vous montrer deux vidéos complètement différentes. Selon vous, laquelle a fait le plus de vues? Je vais être tout à fait honnête avec vous. Les femmes, à proprement parler, lorsque tu es jeune, tu es un jeune homme qui est en train de me regarder là maintenant, ne servent pas à grand-chose. Pour la plupart, elles te tireront vers le bas. Elles n'ont pas de sujet de conversation exceptionnel. Ce sont des distractions exceptionnelles par contre. I can't fuck with these niggas cause niggas is gay. Je ne peux pas traîner avec ces mecs car ces mecs sont gays. Tiré du morceau Dior, sorti en 2019 et performé par Feu Pop Smoke, rappeur new-yorkais considéré avant sa mort comme une des dernières superstars du rap. Cet exemple est loin d'être une exception. Faites-en l'expérience vous-même, vous allez sur le site genius.com qui répertorie les paroles de morceaux de musique et vous tapez dans la barre de recherche le mot gay ou PD. Vous verrez que ces termes parsèment les textes de rap, y compris dans des titres grand public récents, écrits et ou interprétés par des têtes d'affiche du genre, et ce rarement avec une connotation positive. Évidemment, c'est la vidéo où le mec dit Latin. Bonjour, je m'appelle Gabriel, ce sont mes camarades Théo et Mathéo, et on est tous les trois étudiants à Soutron-Manteau. La question d'aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que la masculinité positive et comment expliquer son manque d'influence par rapport au contenu masculiniste. Il faut comprendre que la masculinité est actuellement représentée partout, dans les cinémas, dans les films, dans les séries, mais également dans l'habillement, dans la mode. Elle est également représentée sur les réseaux sociaux, dans l'influence. L'homme peut être représenté de manière complètement différente selon le lieu où il se trouve et selon les époques. En ayant compris que la masculinité est partout, on a compris aussi que l'influence de la masculinité varie selon le contenu que l'on regarde. Certains ont une vision masculiniste de la masculinité, d'autres personnes influencent de manière plus positive avec une masculinité positive. Nous nous sommes donc intéressés à ces deux formes de masculinité. Alors évidemment, cette dinguerie, elle se répercute. Les jeunes, sur les réseaux sociaux, la voient, l'écoutent, mais surtout la suivent. Sur les vidéos de Alexis Sion, 19 publications, on compte 160 000 followers pour une création du compte en mars 2020. De l'autre côté, Anthony Cyrus, 77 publications et 446 000 followers pour une création de compte en juin 2013. Mais alors, qu'en est-il de nos influenceurs de masculinité positive? Eh bien, à tous les regards, et si on regarde tous les critères, on peut décemment dire qu'ils sont beaucoup moins influents. Si on prend l'exemple, par exemple, l'un des comptes les plus suivis, intitulé Les garçons parlent, on retrouve 114 publications pour 12 000 followers et avec une création de compte qui date de août 2018. Donc, avec plus de posts et avec une création de compte généralement plus tardive, ces comptes-là peinent à atteindre des statistiques aussi élevées. Ces chiffres parlent et nous indiquent bien que, de leur côté, les influenceurs de masculinité positive sont beaucoup moins suivis. Là, on vous a présenté les différents comptes Instagram de certains influenceurs masculinistes et de masculinité positive. Malheureusement, un autre réseau social fait des ravages sur ce thème-là, c'est TikTok. Si on regarde sur TikTok les différentes statistiques de différents influenceurs masculinistes, on voit qu'à Laurent, il y a beaucoup de comptes, notamment 3 comptes qui sont autour de 150 000 abonnés. Anthony Cellus a un compte avec 1,1 million d'abonnés pour 32 millions de j'aime. Alexis Chen a un compte à 720 000 abonnés, un autre compte à 320 000 abonnés. Kylian Sensei, un compte fan à 350 000 abonnés. Papacito a des comptes également extrêmement suivis. Donc si on regarde concrètement, ces comptes-là de masculinistes sont extrêmement suivis sur TikTok. Et plus encore, il y a des multitudes et des dizaines de comptes qui sont faits. Ce sont des comptes fans qui permettent de republier, de reposter des différentes vidéos. La conséquence, c'est quoi? C'est que ce sont des vidéos qui sont vues des centaines de millions de fois par les jeunes et qui transmettent des messages de haine. La question qu'on voudrait poser au cours de cette vidéo, c'est comment s'est construit un espace de masculinité positive sur les réseaux sociaux et comment lutter contre les contenus masculinistes. En premier lieu, nous allons définir la masculinité, ses évolutions, ses variations et surtout des changements les plus récents avec l'arrivée des mouvements féministes qui ont énormément influencé l'avancée masculiniste. Ensuite, nous avons défini la masculinité positive et comment elle est diffusée sur les réseaux sociaux et surtout l'impact qu'elle peut avoir auprès des auditeurs. Enfin, nous allons traiter les limites de cette pensée, voir ce qui la retient, ce qui restreint son influence et est-ce que ce sont des facteurs qui sont liés uniquement au fonctionnement des réseaux sociaux ou alors est-ce qu'on peut retrouver des difficultés dans la culture même et dans l'idéologie en soi de la redéfinition des rôles masculins. Pour comprendre les débats actuels autour du genre, il faut commencer par la masculinité. Et là, oublier l'idée d'une essence éternelle ou biologique. Selon Rowan Connell, figure majeure des études de genre, la masculinité, c'est un ensemble de représentations sociales et culturelles qui disent ce que veut dire
être un homme. Ces représentations varient dans le temps, selon les contextes sociaux, et elles sont façonnées par les rapports de genre. Aujourd'hui, elles se redéfinissent aussi via des espaces qu'on connaît tous. YouTube, TikTok, Instagram. Bref, les réseaux sociaux qui propagent à grande vitesse des modèles de comportement masculin. Deuxième concept incontournable, le masculinisme. C'est Hubertine Auclair, une féministe de la fin du 19e siècle, qui utilise ce terme pour la première fois afin de désigner la suprématie du masculin. Mais à partir des années 1980, le masculinisme prend d'autres formes. Selon Francis Dupuy-Derry et Mélissa Blais, il s'adapte aux avancées féministes. Tantôt il réagit à la conquête de la citoyenneté par les femmes, tantôt au débat sur la procréation médicalement assistée, ou encore à la reconnaissance des droits des personnes transgenres. Derrière cette diversité, il y a un fil rouge. La défense de ce que Connell appelle la masculinité hégémonique. Un modèle dominant souvent lié à la domination et à la violence. Autrement dit, un système qui tend à légitimer, voire à encourager les violences de genre. En face, il existe une autre approche, la masculinité positive. Selon Alexandra Hawson et Anthony Elliott, il ne s'agit pas de nier le masculin, mais de le réorienter. On garde la force, le courage, la persévérance, mais on écarte ce qui nourrit la domination, comme l'agressivité. Selon Tim Lomas, on peut parler de masculinité alternative ou transformatrice, parce qu'elle cherche à aligner les comportements masculins sur des valeurs de non-violence, d'inclusion, d'empathie et d'égalité. Reste enfin la question cruciale. Comment ces modèles circulent-ils aujourd'hui? Selon Georgina Evers, les réseaux sociaux agissent comme des espaces de socialisation secondaire aussi puissants que l'école ou les médias de masse. Ce qui pose une interrogation fondamentale. Quel est l'impact de ces représentations numériques sur la construction identitaire et les comportements de genre des jeunes générations? Pour cette deuxième partie, nous avons décidé de comprendre auprès des personnes les plus touchées par les réseaux sociaux, c'est-à-dire les jeunes, quelles sont leurs perceptions de la masculinité, du masculinisme et de la masculinité positive. Est-ce que ce sont des notions qu'ils connaissent, des notions qu'ils ne connaissent absolument pas? Est-ce qu'ils s'estiment plus d'un côté ou de l'autre? Donc nous avons tout simplement posé des questions à travers des interviews auprès d'étudiants de Sciences Po et auprès de personnes que nous connaissions de l'extérieur. Ok. Est-ce que tu peux me citer des créateurs de contenu masculinistes? Alexis Chance, Ok, Adèle Laurent. ok, Après, j'en suis pas tant que ça, donc ouais, pour moi, eux, pas mal. ok. Et est-ce que tu peux me citer des créateurs de contenu de masculinité positive? Je sais pas si on peut le considérer comme un créateur de contenu, mais il y a Maxence. C'est un mec de la télé-réalité que je suis sur les réseaux. C'est Ok, quelqu'un qui est très chill, très good vibe, et franchement, ouais, je pense qu'on peut le considérer comme. ok. Bonjour et merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de masculinité positive. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une première question. Êtes-vous familier avec le concept de masculinisme? Oui, en effet, on en a beaucoup entendu, parler, notamment, ces dernières années avec, différents influenceurs qui prennent de plus en plus d'ampleur. Mmh. Et êtes-vous familier avec le concept de masculinité positive? De la masculinité positive, non, mais en ce qui j'ai déjà entendu parler de déconstruction, c'est-à-dire ce qui serait en gros, le principe de déconstruire sa masculinité qui est toxique et donc j'imagine que masculinité positive évoque quelque chose de meilleur et qui est en lien avec la déconstruction de la masculinité toxique. D'accord. Hem, Merci beaucoup. Donc nous avons parlé des un peu de vous m'avez parlé donc des réseaux sociaux, des influenceurs. Pouvez-vous me citer des créateurs de contenu, masculinistes? Donc le plus connu qui est donc aux États-Unis, ça serait sûrement Andrew Tate et en France, Alexis Jones notamment. Et à contrario, connaissez-vous des conteneurs, des créateurs de contenu, orientés plutôt vers la masculinité positive? Absolument pas. D'accord. Alors, vous y avez déjà un peu, répondu, peut-être, vous avez quelques détails à y apporter, mais comment percevez-vous le concept de masculinité positive? Bah, dans masculinité positive, contrairement au principe de déconstruction qui voudrait que l'homme, voilà, déconstruit tous ses, comment dire?
ces principes et ces normes qu'il a appris durant la socialisation, ça veut dire que l'homme garde une forme de masculinité, mais qui est dans un but plus respectueux, notamment au rapport vis-à-vis des femmes, etc. Parce que c'est souvent de ça dont il s'agit. D'accord. Et alors, vous avez parlé du rapport avec les femmes. Heu, Est-ce que parfois, vous-même, vous avez peur de faire des faux pas dans votre manière d'agir avec les femmes? Alors, des faux pas, non, dans le sens où Hem, je pense que dès lors qu'on rentre dans une rhétorique où on se dit que la masculinité, positive ou la déconstruction voudrait dire qu'on ne peut plus rien faire ou qu'on doit faire attention à chaque fait et geste, ça, comment dire? Je dirais que ça on rentre dans une rhétorique où on essaye, de victimiser l'homme. Or, je pense qu'on peut très bien, être toujours aussi libre, sans juste faire attention à des choses simples qui sont, voilà quoi, le des choses comme le consentement et cetera. Et oui, mais je fais beaucoup attention à que mon rapport avec les femmes soit dans des limites, bien précises. D'accord. Et donc, en parlant de cette déconstruction, pensez-vous que la masculinité positive, devrait redéfinir complètement, le rôle des hommes? Heu, Redéfinir, non, parce que de toute façon, on est dans un système, patriarcal où, voilà, les inégalités de genre et cetera sont structurelles. Mais par contre, ça doit mener à une réflexion sur le rôle de l'homme, pardon, dans la société. Et il y a des réalités qu'on peut pas nier. Par exemple, tout simplement quand une de nos amies femmes rentre à 2 heures du matin, la nuit, on est obligé de l'accompagner pour juste des raisons de sécurité et malheureusement des réalités, de notre société qu'on doit appréhender. Alors, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à cette, interview. Merci de m'avoir invité. Je vais vous poser, quelques questions sur, la masculinité positive. Alors d'abord, êtes-vous familier avec le concept de masculinisme? Oui, un peu, j'en ai eu entendu parler. Et avec celui de masculinité positive? Alors non, moi j'ai plus entendu parler de masculinité toxique, mais pas de masculinité, positive. Alors pouvez-vous nous citer, des créateurs de contenu justement, sur les réseaux sociaux de, cette, masculinité, toxique? Alors, il me semble, Alexis Chen ou encore Papacito. Et connaissez-vous des créateurs de contenu donc orientés plus vers la masculinité positive? Non, on va dire non. D'accord. Hem, donc sans vraiment le connaître, comment percevez-vous le concept de masculinité positive? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je suppose que la masculinité toxique est une, mauvaise, forme de manifestation de la masculinité. Donc, la masculinité positive doit être l'inverse et doit être, mieux, du moins. D'accord. Et alors une dernière question, est-ce que parfois vous avez peur de faire des faux pas, dans votre manière d'agir, en société et notamment, avec des femmes? Oui, c'est vrai que ces derniers temps, on ne sait pas, où pourrait s'arrêter la politesse, on a peur, enfin peur, c'est un bien grand mot, mais que ce soit mal perçu, surinterprété. Donc, ce qui fait que oui, il faut faire, je vais pas dire plus attention, mais voilà, que la politesse, on ne sait pas si il faut, en faire ou pas, des fois. Bah, merci beaucoup. Je vous en Comme nous l'avons vu à travers les différentes interviews, la perception de la masculinité et de la masculinité positive et même du masculinisme peut varier selon l'histoire des personnes, leur classe sociale, leur âge, etc. Tout cela peut nous ramener à un article important écrit par O. Gossman, où il décrit une recherche réalisée en Australie avec des jeunes enfants à qui l'on a appris, disons, à agir avec une masculinité beaucoup plus positive que celle qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. La première chose que l'on voyait et la conclusion qu'il met, c'est que concrètement, les enfants peuvent parfois avoir peur de faire un mauvais pas ou une mauvaise action malgré tout ce qu'ils ont appris. C'est un point quand même assez important si on regarde au niveau sociologique de notre société aujourd'hui, puisque les adolescents aujourd'hui qui peuvent parfois avoir des hésitations sur comment agir dans les relations entre les hommes et les femmes. Selon cette étude, la masculinité positive a donc des effets positifs justement sur les réactions et sur la manière d'agir qu'ont les hommes, mais il reste encore des choses à corriger de manière beaucoup plus sociétale sur les actions et sur le mode de vie des personnes.
Nous l'avons vu au début de la vidéo, ces formes de masculinité ont significativement beaucoup moins d'impact. Mais alors, pourquoi? On a pu identifier 3 raisons. La première est liée au fonctionnement des réseaux sociaux. La principale source de revenus des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram sont les revenus publicitaires. Ce qui veut dire que ce qu'ils vont le plus chercher à valoriser dans les contenus qui sont promus sur ces plateformes, c'est la captation d'attention. Plus vous passez de temps sur ces plateformes, plus elles gagneront d'argent. C'est pour cela que sont mis en place des algorithmes qui vont traiter les vidéos par pertinence et qui vont plus ou moins leur donner de visibilité. Ces algorithmes ont valorisé certains critères qui vont permettre d'identifier la rentabilité d'une vidéo, donc c'est-à-dire sa capacité à capter l'attention de l'un des internautes. Les critères valorisés sont par exemple le nombre d'interactions, que ce soit les likes, les commentaires ou les partages, mais aussi la durée de la vidéo. Une vidéo trop longue, par exemple, pourrait désintéresser les internautes. Et on peut remarquer que les contenus postés par des influenceurs masculinistes entrent parfaitement dans les critères qui permettent à leurs vidéos d'atteindre une certaine popularité, notamment sur le niveau des commentaires, puisque que leur vidéo soit appréciée ou non, elle fera parler, elle fera débattre, et cela se déroulera notamment dans l'espace commentaire. Il faut aussi mettre en valeur que les contenus de masculinité positive tournent aussi beaucoup autour de faits qui sont plus scientifiques, sur des contenus qui sont peut-être plus écrits, et qui vont demander un peu plus de réflexion. Ces contenus-là sont, de manière générale, moins valorisés sur les plateformes. Et pour finir avec les réseaux sociaux, on peut aussi mettre en valeur que la plupart des contenus masculinistes sont en réalité des clips postés depuis des plateformes comme Kik, qui sont généralement repostés par des comptes bots ou des comptes fans et qui retransmettent leur discours. Et c'est de là dont vient la majorité de leur influence. On peut aussi mentionner l'influence des mèmes. Comme ces contenus sont polémiques, ils ont parfois tendance à être moqués ou parodiés, mais assez ironiquement, c'est aussi un facteur qui leur permet de leur donner beaucoup de visibilité. On peut penser par exemple à la récupération politique par l'extrême droite du même Pepe the Frog qui est devenu un symbole suprémaciste blanc. Cependant, on ne peut pas tout blâmer sur le fonctionnement même des réseaux sociaux. En réalité, la masculinité positive s'impose comme une forme de contre-culture qui va à l'encontre des représentations générales qui sont faites sur ce sujet. Si on regarde la majorité des films, des livres ou des séries, bref, de l'ensemble des médias qui vont transmettre une image de l'homme, eh bien généralement, ces dernières ont tendance à être ancrées dans certains stéréotypes qui valorisent beaucoup la force, la virilité et l'absence d'émotion. Et cela, on peut le voir au travers des différentes représentations de Superman au grand écran. Si je prends l'exemple d'un super-héros, c'est qu'au cours de l'histoire, les héros, comme les héros grecs par exemple, étaient généralement vus comme des symboles de masculinité et qui pouvaient servir de maître sur qu'est-ce qui était vu et valorisé comme masculin. On peut prendre l'interprétation de Henry Cavill de Superman qui date des films DCU et qui valorise surtout un homme fort, presque divin, qui montre assez peu d'émotion et qui est sur une forme plutôt toxique de masculinité. À l'inverse, l'interprétation la plus récente, dirigée par James Gunn, montre un Superman plus empathique, plus ancré dans des valeurs de respect, de gentillesse, et qui sont en résonance avec ce qui peut être transmis dans des contenus de masculinité positive. On peut retrouver certaines critiques sur les réseaux sociaux qui accusent le nouveau Superman d'être faible, d'être minable, et de ne pas être impressionnant. On voit là que dans la culture de manière générale, ce n'est pas toujours accepté qu'un symbole de force et de virilité ne soit pas représenté comme impitoyable et invincible. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en question le concept même de masculinité positive? Pour cela, on va s'appuyer sur les écrits d'un des enseignants à la philosophie à la Sorbonne, Tanguy Granis. Dans son article, il traite de l'apparition du masculinisme sur les réseaux sociaux. Il le définit comme un mouvement profondément réactionnaire dont le but est de limiter au maximum les avancées du féminisme selon le degré d'implication. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le masculinisme est premièrement un anti-féminisme. Et dans son article, Granis explique que la redéfinition des rôles masculins doit se faire par une lutte politique contre le masculiniste et donc pro-féministe. Et c'est ce qu'il reproche des auteurs comme Jablonka, par exemple, c'est qu'en vérité, lorsqu'il propose des redéfinitions des rôles masculins, il ne propose au final qu'une forme de développement personnel, comme une façon d'alléger sa conscience contre sa propre oppression en tant qu'homme. Et surtout, la redéfinition proposée par Jablonka dans son livre ne mentionne pas vraiment d'idées réellement féministes. On insiste sur la redéfinition des rôles patriarcales, mais on peut questionner l'intérêt et la vraie différence entre l'avant et l'après si au cours de cette redéfinition, il n'y a pas l'idée
de développer des rôles masculins centrés autour de l'idée du féminisme et donc profondément anti-masculiniste. Et cela, cette idée de développement personnel, on peut parfois le reprocher à certains influenceurs de masculinité positive qui vont surtout montrer des hommes plus sensibles, qui vont assumer leurs émotions et qui vont être plus doux, qui vont afficher une forme de domination qui est peut-être plus acceptable. Mais en vérité, on trouve assez peu de contenus qui sont profondément féministes. En vérité, et c'est assez paradoxal, la masculinité positive doit aussi se recentrer autour des questions de féminisme. Donc, comme vous l'avez vu, la masculinité n'existe qu'en fonction de la temporalité qui la définit. Elle évolue au fil du temps. Elle évolue également en fonction des époques. Elle évolue et plus elle évolue, plus elle peut se rapprocher des luttes féministes de notre époque. Les réactions provoquées par le combat des femmes pour leurs droits a engendré deux types de façons d'envisager la masculinité. Une plus conservatrice à travers le mouvement masculiniste et une autre avec la volonté de se détacher du rôle violent de l'homme dans la société. Cependant, on peut observer que la masculinité positive peut avoir un impact bien moindre que sa part plus réactionnaire. On peut attribuer ses limites à plusieurs facteurs. Le fonctionnement même des réseaux sociaux, les représentations de la masculinité dans la culture, mais aussi par des limites internes de cette redéfinition. Pour certains, la masculinité doit être redéfinie de manière politique et féministe. Tâche que certains influenceurs ne parviennent pas nécessairement à réaliser. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Ce sujet était particulièrement intéressant à traiter. Merci à vous de regarder cette vidéo. Et donc n'oubliez pas de liker, poster, partager et surtout, n'hésitez pas à partager votre opinion dans l'espace commentaire.